Merci beaucoup Corinne pour la présentation, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de microbiote, de maladies inflammatoires de l'intestin, des liens avec l'alimentation et l'activité physique. Alors, petite introduction d'abord sur le microbiote. De quoi est-ce que l'on parle ? On parle de l'ensemble des micro-organismes qui sont dans notre tube digestif et qui vont nous coloniser à partir de notre naissance. On estime que pour un adulte qui fait 70 kg, on a à peu près 2 kg de contenu intestinal. Dans ce contenu, il n'y a pas que des micro-organismes, il y a aussi beaucoup d'autres choses, notamment de l'eau. On estime aujourd'hui qu'on a autant de bactéries dans l'intestin que de cellules dans notre corps, c'est-à-dire 10 puissance 13, 1 avec 13 zéros derrière. Et si vous quantifiez le nombre de bactéries dans 1 gramme de matière fécale, 1 gramme c'est une petite noisette, vous avez plus de 100 milliards de bactéries. Dans nos cellules, nous avons notre génome, le fameux génome humain, qui est, comme vous le savez, très complexe et qui représente déjà une quantité d'informations importante. Si on met bout à bout les gènes présents dans le microbiote d'un individu, d'un sujet, ça représente déjà 25 fois la taille du génome humain. Donc ce que ça nous dit, c'est d'abord que ce microbiote a des capacités fonctionnelles probablement très importantes, et d'autre part que si on veut analyser ce microbiote, eh bien ça va demander des technologies très poussées et des capacités de stockage et des capacités informatiques extrêmement importantes. Donc on dit le microbiote joue un rôle dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais finalement vous n'êtes pas obligé de le croire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a des arguments forts pour le dire? Aujourd'hui, et c'est des données, on va dire, qui datent des 5-6 dernières années, on a maintenant des éléments de réponse qui nous permettent de dire que, de manière pragmatique, le microbiote est bien un acteur dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je vais vous donner quelques éléments qui sont pour moi ceux qui sont les plus convaincants. D'abord, si on modifie le microbiote intestinal, eh bien ça va jouer un rôle sur la sévérité de l'inflammation dans l'intestin. C'est vrai chez les souris. Ça, vous pourriez me dire, là encore, les souris, bon, c'est pas vraiment des êtres humains, et vous avez raison. Et là, c'est beaucoup plus important, c'est vrai chez l'homme, et c'est notamment une des grandes contributions des essais de transplantation de microbiote fécal. Deuxième élément, on sait aujourd'hui que le microbiote fécal des patients atteints d'une MICI est pro-inflammatoire. Il contient des éléments qui, en eux-mêmes, favorisent l'inflammation. Plusieurs données qui nous permettent de dire ça. Une des expériences qui a été réalisée, c'est de prendre le microbiote de patients avec maladie inflammatoire, de le mettre dans des souris qui n'ont pas de microbiote. Et lorsque l'on fait ça, on se rend compte que les souris ont une inflammation dans l'intestin beaucoup plus importante que leurs petites copines qui ont été colonisées avec du microbiote de patients, pas de patients justement, de sujets n'ayant pas de maladie inflammatoire. Et puis évidemment, le dernier argument important, c'est que quand on analyse ce microbiote, quand on le regarde, comparé à des gens qui n'ont pas de MICI, eh bien on voit des différences, avec notamment certaines bactéries dont l'abondance va augmenter et dont on sait aujourd'hui que pour un certain nombre d'entre elles, elles vont avoir des effets pro-inflammatoires. C'est le cas notamment des Escherichia coli, et vous connaissez notamment les AIEC, adhérents invasifs Escherichia coli, qui ont été découverts par une équipe française de Clermont-Ferrand, et notamment avec un fort soutien de l'AFA dans ces découvertes. Inversement, on a une diminution d'un certain nombre de bactéries anti-inflammatoires, cette fois-ci, dont une bactérie sur laquelle on travaille dans l'équipe depuis presque 15 ans maintenant, Faecalibacterium prausnitzii. Et là aussi, ces travaux ont été largement supportés par l'AFA. Et puis récemment, et là ce sont vraiment des données d'il y a quelques mois, on a encore un nouvel élément de preuve qui, à mon sens, est extrêmement convaincant en faveur du rôle du microbiote. C'est le fait que de nombreuses années avant le diagnostic de la maladie, et là on est essentiellement sur la maladie de Crohn, alors même qu'il n'y a aucune inflammation dans l'intestin, CRP normal, calprotectine fécale normale, eh bien on voit déjà les anomalies du microbiote apparaître, dont notamment la diminution de Faecalibacterium prausnitzii par exemple. Ce microbiote, c'est donc bien un acteur dans la maladie, et donc c'est une cible
thérapeutique ou un outil thérapeutique potentiel. L'alimentation, là-dedans. L'alimentation, c'est un facteur majeur qui influence le microbiote intestinal. C'est probablement le facteur le plus simple à modifier et qui a surtout un effet extrêmement puissant. Parmi les facteurs qui ont été incriminés dans les maladies inflammatoires de l'intestin en termes alimentaires, vous savez que les aliments ultra transformés sont plus que des suspects aujourd'hui. On peut quasiment dire que ce sont des coupables dans le développement de ces maladies, même si bien sûr tout ne se résume pas à ces aliments ultra transformés. Ici, je vous montre les résultats d'une étude publiée il y a quelques années, une cohorte internationale extrêmement convaincante, puisqu'il y avait plus de 100 000 sujets sains, des adultes entre 35 et 70 ans, dans 21 pays à travers le monde, des niveaux socio-économiques très différents. Et puis, ces personnes avaient des questionnaires quotidiens sur leur alimentation et on regarde si ils vont développer certaines maladies. Et ce qui a été fait dans ce travail, c'est de corréler le risque de développer une MICI en fonction de la prise d'aliments ultra transformés, donc les additifs alimentaires, les arômes artificiels, les colorants, tous les E, etc. Donc vous connaissez cette classification, je pense, la classification NOVA, qui va des aliments absolument pas transformés jusqu'aux aliments ultra transformés. Et il faut bien être clair, l'ennemi actuellement identifié, c'est les rouges, c'est vraiment les ultra transformés. On ne parle pas ici du fromage ou du pain, qui sont des aliments transformés, mais pas ultra transformés. Donc, dans ce travail, ce qui a été observé, c'est une augmentation à peu près d'un facteur 2 pour le risque de développer une MICI en général lorsqu'on prend 5 ou plus aliments transformés, ultra transformés par jour, c'est déjà beaucoup. Et le signal, il est essentiellement pour la maladie de Crohn. Il y a une petite tendance dans la rectocolite hémorragique, mais ce n'est pas statistiquement significatif. En revanche, pour la maladie de Crohn, le risque est augmenté d'un facteur 4,5, donc 4 à 5 fois plus de risque de développer une maladie de Crohn si on consomme 5 ou plus aliments ultra transformés par jour. Bien sûr, on est sur des corrélations. Ce n'est pas forcément une preuve définitive d'une causalité, mais lorsqu'on met ces résultats en parallèle des données expérimentales chez l'animal, notamment qui ont été produites par l'équipe de Benoît Chassin, on a quand même un faisceau d'arguments très fort pour suggérer un rôle de ces aliments transformés. Et voilà ici une autre étude de l'équipe de Franck Carbonel qui a repris un certain nombre d'études similaires et qui confirme à nouveau le risque augmenté de développer une de ces maladies, et particulièrement la maladie de Crohn, lorsque l'on consomme trop d'aliments ultra transformés. Bien sûr, il n'y a pas que les aliments ultra transformés. Dans les éléments, les composants de notre alimentation qui peuvent avoir un effet sur le microbiote et potentiellement sur la MICI, vous avez les fibres végétales, ce qui est présent dans les fruits et les légumes, sont des grandes chaînes de sucre que nos cellules humaines ne sont pas capables de digérer. Et donc, ce sont les bactéries de l'intestin qui vont normalement les digérer pour nous, et elles vont produire un certain nombre de molécules très importantes, comme les acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui sont des molécules vraiment cruciales pour la santé de l'intestin, et d'ailleurs plus globalement pour notre santé générale. Un autre élément dans l'alimentation, les graisses saturées, notamment d'origine animale, qui vont avoir des effets directs sur les bactéries, et aussi des effets via la modulation des acides biliaires qui, indirectement, vont aussi avoir un effet sur les bactéries du microbiote et plutôt favoriser des bactéries, on va dire, délétères, pro-inflammatoires, donc pas très bonnes pour nous. Dans les aliments qui contiennent des protéines, là aussi, il va y avoir d'autres nutriments importants. Donc les protéines d'origine animale qui, elles aussi, vont favoriser l'émergence de ces bactéries plutôt négatives pro-inflammatoires. Et puis, dans toutes les sources de protéines, on a du tryptophane, qui est un acide aminé, donc c'est une brique élémentaire de la fabrication des protéines. Et là, ce tryptophane, il va être utilisé, je vais vous en reparler après, par les bactéries pour produire cette fois-ci plutôt des molécules bénéfiques. Ce que l'on voit dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est une diminution des bactéries qui produisent ces acides gras à chaîne courte, donc les bactéries qui peuvent digérer les fibres et produire les acides gras à chaîne courte.
On voit une augmentation des bactéries qui se développent habituellement du fait de la présence de graisses saturées ou de protéines d'origine animale. Et on voit une diminution des bactéries qui utilisent le tryptophane pour produire ces bonnes molécules qu'on appelle les indoles. Alors, si on fait un petit zoom sur les fibres, parce que les fibres, c'est quelque chose d'un petit peu controversé entre les médecins, les patients, le ressenti des uns et l'impression des autres. Si on compare dans cette étude qui a maintenant presque 15 ans, des enfants qui vivent en Afrique rurale, au Burkina Faso et en Europe, en l'occurrence c'était en Italie, et qu'on regarde leur microbiote, eh bien ce que l'on voit, vous avez ces camemberts, vous voyez très bien qu'à droite, vous avez surtout du rouge et à gauche, beaucoup plus de vert. Et donc ce ne sont pas les mêmes bactéries que l'on retrouve dans l'intestin de ces enfants. Et donc à quoi est-ce que c'est lié? C'est lié au fait que les bactéries vertes sont des bactéries qui sont capables de digérer, de dégrader des fibres végétales extrêmement résistantes que l'on trouve dans le millet et le sorghum, qui sont justement la source alimentaire principale de ces enfants au Burkina Faso. Donc il y a eu une adaptation, on mange ces fibres végétales et les bactéries qui sont capables de les digérer prolifèrent dans l'intestin pour nous aider à les digérer. Inversement, dans les pays occidentaux, malheureusement, la consommation de fibres, elle baisse drastiquement. On a malheureusement de plus en plus cette alimentation occidentale symbolisée par ce régime fast-food, et donc on a moins ces bactéries qui produisent, qui sont capables de digérer les fibres. Juste pour vous montrer les conséquences potentielles de tout ça, là on est cette fois-ci chez la souris. Vous avez des souris qui sont plutôt végétariennes habituellement, et vous avez leur composition du microbiote avec ces différentes couleurs qui sont représentées. Et donc, dans un régime habituel de souris, vous avez une composition donnée du microbiote. Si on enlève les fibres d'un seul coup de l'alimentation, en 24-48 heures, donc c'est vraiment extrêmement rapide, le microbiote change de manière drastique. Et vous voyez que, voilà, c'est visuel, il n'y a pas besoin de décrire, on voit qu'il y a un changement absolument majeur. Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences, pourquoi? Parce que, je vous ai dit, les fibres, ce sont des sucres. Et donc, si les bactéries n'ont plus ces sucres à manger, elles vont chercher à manger d'autres sucres. Et où est-ce qu'elles vont trouver d'autres sucres? Eh bien, dans notre mucus. Le mucus à la surface de nos cellules dans l'intestin, c'est du sucre. Ce sont des sucres. Alors évidemment, ce n'est pas du sucre blanc qu'on met dans le café, mais c'est un type de sucre particulier. Et donc, les bactéries qui vont être capables d'utiliser ces sucres-là vont les manger et elles vont proliférer. Et elles vont d'autant plus proliférer que les bactéries qui d'habitude mangent les fibres, comme elles n'ont plus de fibres à manger, eh bien, elles meurent, ou en tout cas, elles diminuent très massivement. Donc, on voit ce mucus, cette couche de mucus qui va devenir extrêmement fine. Et cette couche de mucus, on en a besoin, c'est un élément clé de cette barrière intestinale qui nous permet quand même de bien séparer les micro-organismes de nos cellules, et notamment nos cellules immunitaires. Et la conséquence, c'est que dans ces modèles de souris, par exemple, eh bien, la résistance contre des pathogènes intestinaux, des bactéries infectieuses cette fois-ci, eh bien, elle est complètement dégradée. Si on a un régime sans fibres, toutes ces défenses sont altérées. Question importante, est-ce que les fibres sont toujours bénéfiques? Moi, comme la totalité de mes collègues, quand on discute avec des patients atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin, on est confronté au fait qu'il y a un ressenti parfois négatif de la consommation de fibres. Et nous, en tant que gastroentérologue, on se dit, mais si, il faut quand même en prendre un petit peu, ce que vous pouvez tolérer, parce que ça favorise les bonnes bactéries, etc. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Il y a des données récentes qui montrent que ce n'est pas aussi simple que ça. Ici, vous avez la structure chimique de l'inuline, qui est ce qu'on appelle un bêta-fructane, peu importe. C'est une fibre qu'on trouve, comme vous le voyez ici, dans l'artichaut, par exemple, dans le poireau, enfin une fibre extrêmement fréquente. C'est ce type de fibre que les bactéries bénéfiques utilisent pour produire les acides gras à chaîne courte dont je vous ai parlé, le butyrate, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la structure chimique, pas de fibres, mais de la paroi de champignons, en fait, ça se ressemble. C'est extrêmement proche. Chimiquement, la structure, elle est proche.
Et d'ailleurs, vous voyez à gauche, on appelle ça des bêta-fructanes. À droite, on appelle ça des bêta-glucanes. Bon, il y a une petite différence, mais c'est quand même pas très, très différent. Et donc, il y a une équipe de chercheurs canadiens qui s'est posé la question de est-ce que ces fibres ne pourraient pas, dans certaines circonstances, être délétères et favoriser l'inflammation, puisque, évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais la paroi des champignons, c'est quelque chose de pro-inflammatoire. Ça va activer l'immunité. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis différentes fibres sur des cellules et ils ont regardé la production de médiateurs de l'inflammation. Et ce qu'ils voient, c'est que, bien sûr, les plus grands histogrammes ici, ce sont les fragments de la paroi des champignons. Mais ce que vous voyez tout à droite, eh bien, c'est un fructoolysaccharide, donc une de ces fibres végétales qu'on trouve notamment dans, par exemple, l'artichaut ou le poireau. Donc, il semble que oui, ça puisse activer de l'inflammation. Ils ont été un peu plus loin, ils ont pris des biopsies, cette fois-ci, au cours de coloscopie, et de patients avec maladie inflammatoire de l'intestin. Ils les ont mis dans des tubes à essai, et ensuite, ils les ont stimulés, là encore, avec ces différentes fibres ou ces parois de champignons, et ils ont regardé ce qui se passait. Eh bien, là encore, ce qu'ils ont vu, c'est que, particulièrement lorsque les patients ont une maladie inflammatoire qui est active, qui n'est pas en complète rémission, eh bien, les fibres activent la production de médiateurs de l'inflammation, exactement comme dans le graphique de gauche. Inversement, quand il n'y a pas d'inflammation du tout, a priori, il n'y a pas trop d'effet. Et chez les patients qui n'ont pas de Mickey du tout, cette fois-ci, il y a même un effet anti-inflammatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend des fibres et qu'on a un microbiote normal, qui marche bien, ce microbiote, il va faire son travail, il va dégrader ces fibres et en faire des acides gras à chaîne courte, le butyrate notamment, qui est bénéfique, et on a des effets bénéfiques, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on a un microbiote altéré, notamment avec moins de bactéries capables de digérer ces fibres, eh bien ces fibres, elles ne vont pas être digérées. Donc on n'aura pas la production d'acides gras à chaîne courte et pas les effets bénéfiques. Mais potentiellement, on peut même avoir des effets délétères. C'est-à-dire que ces fibres non digérées peuvent activer l'inflammation et donc être délétères. Donc ce que ça veut dire, c'est que, bon, ça on le savait déjà, quand on est en poussée inflammatoire, il ne faut pas se forcer à prendre des fibres si on a l'impression que ça nous fait mal. Si on est en rémission vraiment bien profonde, normalement les fibres doivent être bénéfiques. Évidemment, si on a des problèmes de tolérance, là encore, il ne s'agit pas de se faire mal, il faut prendre ce que l'on tolère. Le tryptophane maintenant. Donc, le tryptophane, c'est un acide aminé, comme je vous l'ai dit, qui est donc une des briques pour constituer les protéines. Et ce tryptophane, il est utilisé par nos cellules humaines pour produire plein de molécules très importantes, dont certaines que vous connaissez, comme la sérotonine ou la mélatonine. Donc, sérotonine, mélatonine, ce sont des molécules qui sont dérivées du tryptophane. Mais les bactéries de l'intestin, elles sont capables aussi de dégrader ce tryptophane en molécules importantes dont je vous ai dit un mot, qui sont les indoles. Et donc, ces molécules, ces indoles, elles vont être capables d'activer sur les cellules immunitaires et aussi les cellules de l'intestin un récepteur qui s'appelle AHR, et l'activation de ce récepteur va globalement avoir un effet bénéfique sur l'intestin, favoriser l'homéostasie, réduire l'inflammation, favoriser la cicatrisation dans l'intestin notamment. Alors, ce qu'on a observé il y a maintenant quelques années déjà, c'est que cette fonction de produire ces indoles, donc de produire ces dérivés du tryptophane, elle est altérée au cours des Mickey. Donc, on voit une diminution de la production. Ici, je vous ai mis un exemple avec l'une de ces molécules, l'un de ces indoles, qui s'appelle indole acétique acide, IAA. Et vous voyez que dans les selles des patients atteints de Mickey, le niveau de ces indoles est drastiquement diminué. Plus récemment, ça, ce sont des données qui ne sont pas encore publiées, sur plus de 1000 patients de l'hôpital Saint-Antoine, on a mesuré ces indoles dans les selles, dans le sang, et on a confirmé ces résultats. Donc là, c'est vraiment des données extrêmement solides maintenant. On a une diminution très forte de ces indoles chez les patients. Alors, est-ce que ça a des conséquences?
Là, on revient à un travail qu'on a publié il y a quelques années, chez la souris cette fois-ci. Donc on utilise des modèles pour induire de l'inflammation dans l'intestin des souris pour pouvoir étudier ce qui se passe et trouver des solutions. Donc ce que l'on voit ici, c'est la courbe de poids des animaux. On voit que lorsqu'on induit l'inflammation avec cette molécule chimique qui est indiquée dans le cadre gris qui s'appelle DSS, on voit que les souris vont perdre du poids. Et si on regarde, elles ont aussi la diarrhée. Et quand on arrête ce DSS, les souris vont récupérer. Et elles cicatrisent. Là, c'est ce qui se passe avec des souris qui ont un microbiote normal. Si on a une altération du microbiote, notamment avec une diminution de la capacité à produire ces indoles, eh bien, on voit que la sévérité de l'inflammation est plus importante. Et si on ramène des molécules chimiques qui remplacent les indoles, eh bien, on est capable de réverser cette sévérité augmentée. Et on a pu montrer également qu'on peut réverser cet effet si on utilise des bactéries qui produisent naturellement ces dérivés du tryptophane. Alors, les interventions alimentaires chez l'homme. Un mot sur la nutrition entérale exclusive, parce que c'est quand même quelque chose que l'on utilise encore au quotidien, évidemment chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Je ne vais pas vous lire ce graphique, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment ça marche. On sait depuis très longtemps que, par exemple, chez l'enfant, ça marche aussi bien que la cortisone pour induire la rémission. Mais pourquoi ça marche et comment ça marche, personne ne sait. Il y a plein d'hypothèses, notamment via le microbiote, mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments définitifs. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comme vous le savez probablement, il y a plusieurs types de régimes alimentaires qui ont été proposés dans les maladies inflammatoires de l'intestin, donc des régimes d'exclusion où on enlève des aliments, on en favorise d'autres. Ici, vous en avez quelques-uns qui sont indiqués, là, le CDED, le CD-Treat, etc. Et en vertical, les différents aliments qui sont autorisés ou pas autorisés. Vous voyez que ce n'est pas très reproductible d'un régime à l'autre. Il y a vraiment des très grandes différences. Et d'ailleurs, parfois, c'est carrément contradictoire. Il y a certains régimes qui disent qu'il ne faut surtout pas manger ça, et d'autres qui disent « Ah bah si, il faut surtout manger ça ». Donc c'est quand même difficile. Si on prend un des régimes qui a été le mieux étudié, qui s'appelle le CDED, pour Crohn's Disease Exclusion Diet, ici, c'est une étude qui a été réalisée par une équipe israélienne sur des enfants atteints de maladies de Crohn, des formes minimes à modérées. On n'est pas sur des poussées ultra sévères de la maladie. Ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Et donc là, les enfants étaient traités soit en bas par nutrition entérale exclusive, donc un traitement classique, conventionnel, soit par de la nutrition entérale exclusive qui représentait 50% des apports alimentaires, plus le CDED qui comporte ces aliments-là, c'est-à-dire l'obligation de manger du poulet, des patates, des bananes et des pommes, et puis il y a d'autres aliments qui sont autorisés, et là aussi ça représentait 50% des apports alimentaires. Et puis dans la deuxième phase, entre la 6e et la 12e semaine, c'est un régime un petit peu élargi. Le modulène représentait que 25% des apports et il y avait un petit peu plus d'autorisation d'aliments. Donc en haut, vous avez la tolérance et globalement, c'est bien mieux toléré. Les patients préfèrent avoir une part de l'alimentation qui n'est pas de la nutrition entérale exclusive et ça paraît évident. Et en bas, ce sont une évaluation cette fois-ci de l'efficacité. Et là aussi, c'est assez impressionnant. On a une vraie supériorité du CDED par rapport à la nutrition exclusive, entérale exclusive, sans CDED. Deuxième étude publiée un peu plus récemment, chez des adultes cette fois-ci, avec maladie de Crohn, activité minime à modérée. Là encore, on n'est pas sur une poussée furieuse de la maladie, c'est important de l'avoir en tête. Des nombres de patients relativement modérés, vous voyez, 20 patients par groupe. Un groupe qui reçoit que le CDED cette fois-ci, donc pas de modulène, et un groupe qui reçoit le CDED plus le modulène exactement de la même manière que ce que je vous ai indiqué précédemment. Quand on regarde les graphiques et les statistiques, la conclusion c'est qu'il n'y a pas de différence significative. En rouge, c'est le groupe CDED seul, et en bleu, c'est le groupe CDED plus la nutrition entérale. Alors très bien, les statistiques nous disent que c'est pareil, mais mon impression, c'est que c'est pas pareil du tout. Quand on regarde les différences, vous avez des taux de rémission
qui sont beaucoup plus faibles. Hein. Vous avez une différence de 25% sur la rémission entre les gens qui mangent que du CDED ou ceux qui mangent le CDED plus la nutrition entérale. Donc, est-ce qu'on peut réellement conclure à l'absence de différence? Je ne pense pas. Est-ce que la puissance de l'étude est suffisante? Autrement dit, est-ce qu'il y avait assez de patients pour répondre? Je ne pense pas non plus. Et en plus, on n'a même pas d'informations sur ce que serait un effet placebo. Donc, je pense qu'il faut quand même être prudent en se disant un régime d'exclusion comme le CDED est aussi efficace que la nutrition entérale classique. Ce n'est pas du tout sûr. Dans la rectocolite hémorragique, il y a une étude intéressante d'Inde qui a été faite, dans laquelle les auteurs ont combiné transplantation fécale et un régime anti-inflammatoire aussi, alors défini de manière un petit peu arbitraire. Ils ont enlevé un certain nombre d'aliments qu'ils considèrent comme négatifs, et ils ont ajouté un certain nombre d'aliments qu'ils considèrent comme positifs. Là encore, des formes minimes à modérées de la maladie. Ils ont une supériorité du groupe transplantation fécale plus le régime alimentaire comparé à un traitement standard qui est juste les 5-ASA. Donc là encore, vous voyez, on est sur des traitements de première ligne. Mais les résultats sont très loin d'être parfaits dans cette population qui a, je vous rappelle, une forme minime à modérée de la maladie. Dernière partie sur l'exercice physique. Alors, on sait que dans la prise en charge des maladies chroniques en général et des MICI en particulier, l'exercice physique est positif. Et la question qu'un certain nombre de gens se posent, c'est est-ce qu'une partie des effets positifs pourrait passer par le microbiote? Donc là, c'est une étude toute simple de comparaison entre des sportifs de haut niveau, donc ce n'est pas le jogging du dimanche, c'est vraiment des sportifs de haut niveau, comparés à des sujets qui ne font pas de sport, en tout cas pas à haut niveau, qui ont un indice de masse corporelle normal, inférieur à 25, ou plutôt surpoids, tendance obésité, supérieur à 28. Donc ce que l'on voit, c'est que les sportifs ont une diversité plus importante de leur microbiote, c'est ce que vous avez à gauche, et à droite, en termes de composition, les sportifs ont bien un microbiote différent. Sur ce graphique, chaque point, c'est le microbiote d'un patient. Si 2 points sont proches, c'est que les microbiotes sont similaires. S'ils sont éloignés, c'est qu'ils sont différents. Et là, vous voyez bien qu'en bas à droite, vous avez les points noirs qui sont les athlètes. Et les sujets contrôle, entre guillemets, qui sont rouges et verts, sont en haut à gauche et ils sont bien différents. Donc ça, très bien, c'est de l'observation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait une intervention? On prend des sujets 80 qui sont en surpoids ou en obésité, dans ce cas-là, et ils sont randomisés, tirage au sort, pas de changement de l'activité physique, utilisation du vélo pour aller travailler, donc c'est une activité modérée. Après, ça dépend à quelle distance on habite par rapport au travail. Exercice physique modéré ou exercice physique intense. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a un effet dans cette étude. À gauche, c'est l'effet sur la diversité. Donc les courbes bleues et violettes, ce sont les patients qui ont un exercice, on leur fait faire un exercice physique modéré ou intense. Donc la diversité du microbiote augmente par rapport aux 2 autres groupes. Et si on regarde la composition, en gros, plus, pour être simple sur cette figure, plus ça monte haut, plus le microbiote change. Donc là, il y a un changement significatif dans tous les groupes par rapport au groupe contrôle, même si l'effet n'est pas forcément le même d'un groupe à l'autre. Maintenant, si on s'intéresse aux patients avec MICI. Donc, c'est une étude, à nouveau, 3 mois d'intervention. Donc, il y a une combinaison entre de l'exercice physique quotidien et des exercices de pleine conscience. Et ce travail qui a été publié en 2022 a montré que ça avait un effet sur l'activité de la maladie. Alors, c'était là encore des patients qui avaient une activité très modérée, mais il y avait un effet sur l'activité de la maladie, sur les scores cliniques, sur la CRP, sur la calprotectine fécale. Et puis surtout, il y avait une amélioration de la qualité de vie et une diminution des symptômes psychologiques, de la fatigue, etc. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on dit que quand on est fatigué, paradoxalement, il faut faire du sport. Est-ce qu'il y a des effets sur le microbiote dans cette étude? Alors, sur la diversité du microbiote, les auteurs n'ont pas vu d'effet particulier. En revanche, sur la composition, et c'est la partie en bas à droite, là, ils ont vu des effets sur un certain nombre de bactéries qui ont été modifiées par cet exercice physique. Est-ce que c'est réellement l'exercice physique en lui-même qui a un effet ou est-ce que ce sont des effets indirects? Évidemment, ça, on n'en sait rien. Donc, en conclusion, les interventions nutritionnelles, elles sont attrayantes, mais probablement qu'elles nécessitent une personnalisation. La nutrition entérale exclusive, vous l'avez compris, les mécanismes d'action sont encore mal compris.
On utilise cette modalité quasiment quotidiennement, en tout cas à l'hôpital Saint-Antoine, dans des situations particulières, particulièrement pour le traitement d'abcès abdominaux dans la maladie de Crohn, surtout avant une chirurgie, ou pour essayer d'éviter une chirurgie. L'utilisation à long terme, elle est évidemment impossible, c'est vraiment trop contraignant. Les régimes d'exclusion, vous l'avez compris, ils sont conçus de manière complètement empirique. On a même s'il y a certains éléments dont on est aujourd'hui certain, il faut enlever au maximum l'alimentation ultra transformée, il faut enlever la consommation de trop de viande rouge, trop de charcuterie, ça on sait que c'est délétère, mais plus précisément que ça, aujourd'hui on est quand même dans la difficulté. On a des premières preuves d'efficacité, vous l'avez vu, mais ce sont dans des populations très particulières avec des formes de maladies vraiment légères, hein, très minimes. Très clairement, ce n'est pas la solution miracle en termes d'efficacité. Et puis, il y a des risques, il ne faut pas les oublier, notamment si on a une utilisation de ce type de régime d'exclusion de manière chronique. On s'exclut socialement, il y a un impact sur la qualité de vie. Il y a des études qui montrent même que les patients peuvent être déprimés au bout d'un moment, et on comprend bien pourquoi. Et puis, il peut y avoir des troubles alimentaires restrictifs, voire de la malnutrition. Donc, il faut être prudent. Et puis, l'activité physique. Il y a un clair bénéfice dans une prise en charge, comme on dit, globale ou holistique des patients avec MICLI. Peut-être que les effets sont partiellement liés au microbiote, mais il y a de nombreux effets, de nombreux autres mécanismes qui sont évoqués. Et puis, clairement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut intégrer tout ça dans une prise en charge globale et des thérapies combinées. La nutrition, l'activité physique, le microbiote et bien sûr les traitements médicaux qui restent aujourd'hui absolument majeurs. Et puis l'alimentation, à mon sens, c'est avant tout ça a un rôle absolument majeur dans la prévention et donc dans la population générale et encore plus si c'est une population à risque. Voilà, je vous remercie.